Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h. Découvrons ensemble les titres qui seront développés dans ce journal. La Rocca Team sera en finale du championnat de Betclic Elite. Les basketteurs monégasques ont remporté hier le match 4 des demi-finales, prenant ainsi définitivement l'avantage sur Pau. Il ne reste plus que l'Asvel sur leur route. Lundi s'ouvrira à Monaco la 15e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Le président du Conseil national, Stéphane Valéry, sera notre invité pour nous présenter les enjeux de ce rendez-vous. Le 26 juin prochain, nous célébrerons le 100e anniversaire de la disparition du prince Albert Ier. De nombreuses commémorations sont organisées depuis le début de l'année et un film rendant hommage à l'engagement du prince en faveur de la paix a été réalisé. Nous serons avec son réalisateur dans ce journal. L'action du centre hospitalier Princesse Grace face à la pandémie de Covid-19, saluée par l'Organisation mondiale de la santé. Un trophée a été remis à l'établissement de santé monégasque qui a su gérer la crise et être solidaire vis-à-vis du département voisin des Alpes-Maritimes. Nous serons avec le directeur du CHPG, Benoît de Sèvlinges. La grande soirée annuelle de remise des prix des rencontres philosophiques de Monaco, le palmarès complet à découvrir dans cette édition. Et puis nous traverserons la portion de Méditerranée qui nous sépare de la Corse pour rejoindre Calvi où se déroulent les Water Safety Days à l'initiative de la Fondation Princesse Charlène. Et pour débuter donc cette victoire hier soir de la Rocca Team qui a décroché son ticket pour la finale du championnat de Betclic Elite en battant de 2 petits points Pau. Le résumé de la rencontre est signé Yannick de Bever sur des images de Thomas Deus. Ce match 4 commence exactement de la même manière que le précédent. Dans leur palais des sports, les Béarnais impriment une énorme intensité dès l'entame. Brandon Jefferson et Vitalis Chikoko dictent leur loi. Ils marquent à eux deux les 16 premiers points de leur équipe. La Rocca Team s'accroche comme elle peut et reste dans les talons des Palois. 26-20 à la fin du premier quart-temps. Monaco laisse passer l'orage, puis déroule enfin son jeu. Le collectif se met en place en attaque et Pau éprouve des difficultés à répondre. Petit à petit, Monaco recolle et va même passer devant sur ce panier de Will Thomas, le meilleur monégasque de la rencontre avec 15 points et 20 d'évaluation. À la mi-temps, la Rocca Team est devant de 5 points. C'est avec un 8-0 que les Rouges et Blancs accueillent les Palois à la sortie des vestiaires. Sous une énorme pression défensive, les Lambernais multiplient les erreurs dans ce troisième quart. Monaco en profite pour creuser l'écart et compter jusqu'à 18 points d'avance. La Rocca Team gère en début de quatrième quart. Dante Hall domine complètement les intérieurs béarnais. Sur ce panier de Westermann à 6 minutes 30 de la fin, Monaco est devant de 16 points. Le palais des sports n'y croit plus, jusqu'à l'expulsion du capitaine de la Rocca Team pour une deuxième faute antisportive. Derrière, c'est la folie. L'élan béarnais passe un 18-8 et revient à 2 points seulement sous l'impulsion de l'OVNI. Brandon Jefferson, auteur ce jeudi soir d'une performance exceptionnelle avec 34 points pour 30 d'évaluation. Dans le brasier du palais des sports, les patrons de la Rocca Team assurent. Mike James d'abord, puis Will Thomas permettent à Monaco de garder ses 2 petits points d'avance jusqu'au coup de sifflet final. Salvateur. Victoire des Monégasques 85-83. Il fallait garder les nerfs solides, garder les nerfs solides parce qu'on a eu un passage à vide. Malgré tout, on arrive à marquer les paniers qu'il faut, notamment quand on trouve Will au poste bas à la fin. Et encore, on se fait peur sur le dernier shoot de Jefferson. On aurait pu faire mieux, mais bon, on a gagné. On va se contenter de ça. That was a hard opponent. It's a hard gym to play, and maybe good, like for us, like that we did, like 2 games here, like in order to prepare, the finals. La Rocca Team rejoint donc l'Asvel en finale du championnat de France pour un remake de la saison 2019. Un choc au goût de revanche pour Monaco qui débutera mercredi 15 juin à 20h30 depuis l'Astrobal de Villeurbanne. Oui, une finale en 5 matchs possibles. Le vainqueur sera le premier à remporter 3 victoires.
À partir de lundi se tiendra à Monaco la 15e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Le prince Albert II assistera à l'ouverture des travaux qui donneront lieu à l'adoption d'une déclaration finale. Pour nous présenter les enjeux de cette conférence, nous avons reçu le président du Conseil national, Stéphane Valéry, dans nos studios. Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Madame Navarro. La conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe s'ouvre lundi à Monaco. Alors peut-être qu'en préambule, il est bon de le rappeler, c'est à l'initiative de Monaco que cet événement a été créé. Oui, c'est exact. En fait, c'est en 2005, lorsque je participais à une conférence des présidents de parlements du monde, qui était organisée à l'initiative de l'ONU, au siège de l'ONU à New York, que j'avais proposé à mes homologues, donc présidents des parlements des petits États d'Europe, de se réunir. Et je leur ai proposé donc d'organiser chaque année une conférence entre nous, qui tournerait donc dans chacun des pays. Donc cette idée a été très bien accueillie par mes homologues et ça m'a permis l'année d'après, donc en 2006, d'organiser à Monaco la première conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Alors il fallait choisir des critères. Qu'est-ce que c'est un petit État d'Europe ? Eh bien, on a retenu le critère d'1 million, moins d'1 million d'habitants. Nous étions 8 au départ. Donc en 2006 à Monaco. Autour de nous, donc de Monaco, il y avait déjà à l'époque Saint-Marin, Andorre, le Liechtenstein, Chypre, Malte, l'Islande et le Luxembourg. Et puis nous avons été rejoints quelques années plus tard, dès son indépendance en fait, par le Monténégro. Donc désormais, ce sont 9 nations, donc 9 parlements qui se réunissent à partir de dimanche, en fait, de dimanche jusqu'à mardi en principauté. Preuve que l'initiative était bonne. Et c'est vrai que l'on est toujours plus fort lorsque l'on est plusieurs, que l'on est unis, et de surcroît lorsque l'on est un petit État. Mais quelles sont les problématiques communes ? Je me rappelle par exemple, dès la première conférence, on avait échangé sur la transmission de la nationalité dans nos pays. C'est pas évident quand on est petit, quand on a des populations parfois moins nombreuses comme à Monaco que des communautés étrangères, donc de définir les bons critères de transmission de la nationalité. On avait échangé aussi sur les lois donc, électorales, comment procéder aux élections des parlements, assurer à la fois des majorités, des représentants aussi aux minorités. Donc on s'est aperçu aussi que face aux grandes nations, on pouvait ensemble défendre nos particularismes et nos spécificités. Moi, ce qui m'avait frappé, par exemple, c'était lors de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe, c'est que si on ajoutait les députés, les représentants de toutes nos petites nations dans l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, eh bien, on avait plus de représentants que les grandes nations, enfin qu'une grande nation. Donc je me suis dit effectivement qu'en coordonnant nos positions, on aurait plus de chances de les faire entendre, et c'est ce que nous faisons désormais donc, tout au long de l'année dans les instances parlementaires internationales. Donc des destins communs, mais il y a tout de même des différences géographiques, différences politiques, différences de langue. Est-ce que ce n'est pas un obstacle ? Pas vraiment, parce qu'il s'est développé sans doute aussi grâce à ces conférences une vraie amitié, une vraie complicité entre nous et puis entre tous nos parlementaires dans les nombreuses instances parlementaires internationales. Il n'y a pas que le Conseil de l'Europe, il y a aussi l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et beaucoup d'autres occasions. Non, au contraire, je dirais on a deux langues en fait aussi de communication. Alors on a parfois quelques problèmes avec nos amis monténégrins qui ne parlent que monténégrin, donc eux ont des interprètes, mais sinon les autres parlementaires ont soit le français, soit l'anglais en commun, donc on arrive parfaitement bien à s'entendre et à échanger. Et vous ne manquez pas d'idées puisque cette année, pour en venir à cette 15e conférence, vous prenez l'ouverture et vous allez notamment faire venir des chambres de commerce, des bureaux de tourisme. Oui, alors j'avais proposé déjà à Chypre lors d'une précédente conférence cette idée d'élargir la conférence au-delà donc des rencontres parlementaires à l'économie et au tourisme pour favoriser tout simplement le développement de nos relations économiques et touristiques. Cette initiative va être déjà cette année, j'en suis certain, un beau succès, puisque nous réunissons donc en parallèle à notre conférence les dirigeants des chambres de commerce, les dirigeants donc des directions du tourisme de ces nations, de toutes nos nations. Le but étant bien sûr de développer des relations économiques entre nos acteurs économiques.
Vous mentionnez le tourisme, ce sera l'une des thématiques qui seront évoquées, qui seront au cœur des débats de cette conférence? L'idée, c'est de créer une sorte de parcours des petits États d'Europe pour proposer à travers, je dirais, des agences de voyage, eh bien, une semaine ou 2 semaines de voyage à travers les 9 nations que nous représentons, et pour intéresser davantage notre population, les résidents de la Principauté, mais aussi pourquoi pas de la Côte d'Azur et de la Riviera italienne, nous organisons donc une exposition avec les offices de tourisme des petites nations au centre commercial de Fontvieille. Donc ça sera oui, donc c'est en parallèle de la conférence. Les autres thématiques de cette conférence à côté du tourisme? Nous aurons donc un thème économique. Nous avons choisi donc agilité et attractivité économique et touristique des petits États. Le deuxième thème qu'on a retenu, il est encore un peu d'actualité, fort heureusement un peu moins quand même. C'est cette crise historique de la Covid-19 qu'on a tous vécue, qui a bouleversé nos vies pendant 2 années. Et il y a un troisième thème quand même qui nous tient à cœur, qui était aussi très demandé par les femmes parlementaires de la Principauté. Donc on a retenu le leadership, donc le leadership des femmes en politique, en économie, dans la société aussi, en matière sociétale. Alors je suis très heureux de vous dire que je serai en tant qu'homme minoritaire parmi les 9 présidentes et présidents, car il y aura 5 femmes présidentes et 4 hommes présidents donc présents. Mais Monaco a son poste de vice-président, qui est désormais, vous le savez, depuis 2018, depuis le début de ce mandat. Donc Brigitte Bocon-Pagès est la première femme à occuper ces fonctions de vice-présidente du Conseil national, et elle sera à mes côtés, bien évidemment, tout au long de cette conférence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous, Madame Navarro. Et sachez que vous pourrez suivre en direct lundi matin sur Monaco Info l'ouverture des travaux de la 15e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Travaux qui seront par ailleurs intégralement diffusés tout au long de la journée sur le site internet du Conseil national, www.conseilnational.mc. Il y a 100 ans disparaissait le prince Albert Ier. L'année 2022 s'accompagne à Monaco de nombreuses commémorations et parmi les initiatives destinées à rendre hommage au prince, un film réalisé par le journaliste et producteur Yann Antonino Guess a été projeté jeudi soir. Le reportage de Christine Tomel et Alexandra Marangoni. Réalisé par Yann Antonino Guess, Un combat pour la paix retrace une partie de la vie du prince Albert Ier. Célèbre pour ses explorations, la personnalité du prince comptait bien d'autres facettes moins connues du grand public, comme celle de son engagement humaniste. Acteur de l'ombre du rapprochement franco-allemand, le prince Albert Ier était proche de la baronne Bertha von Stöner, avec qui il partageait une histoire amicale au service de la paix, mais il cultivait aussi sa relation avec Guillaume II, tout en s'efforçant d'œuvrer en faveur du rapprochement franco-allemand. Prince Albert Ier, il avait de nombreux combats, il y avait l'océanographie, la paléontologie, et pour être tout à fait franc, je connaissais ces combats-là du prince Albert Ier, et j'ai découvert en faisant des recherches le rôle majeur qu'il a joué au cœur de l'histoire, dans les coulisses de l'histoire du début du XXe siècle. En fait, il a agi comme un intermédiaire entre le Kaiser allemand Guillaume II et le président de la République française. Parce qu'à l'époque, ces deux hommes-là ne se parlaient jamais. Il n'y avait pas de sommet entre les dirigeants français et allemands, ce qui fait qu'il pouvait y avoir des malentendus, des méprises, des mécomptes. Et lui, il agissait comme un intermédiaire. Il allait chasser à Rambouillet. Il allait faire de la voile ou faire du bateau lors des régates de Kiel en Allemagne, et donc il profitait de ces opportunités-là pour faire passer des messages. À la mort de Bertha von Stöner en juin 1914, alors qu'elle préparait l'organisation à Vienne du 21e Congrès universel de la paix, auquel le prince, bien sûr, était convié, la Première Guerre mondiale est déclenchée, réduisant brutalement à néant les rêves franco-allemands du prince Albert Ier de Monaco. Un combat pour la paix, ce film de Yann Antonino Guess sera au cœur d'une soirée spéciale sur Monaco Info, en présence du réalisateur, le 26 juin à 21 h, 100 ans, jour pour jour, après la mort du prince Albert Ier.
La crise de la Covid n'est pas tout à fait terminée, mais d'ores et déjà, un peu plus de 2 ans après le début de la pandémie, l'action de Monaco et la réaction du centre hospitalier Princesse Grace viennent d'être saluées. L'Organisation mondiale de la santé a remis un trophée à l'établissement de soins pour son rôle exemplaire. Son directeur est avec nous. Bonsoir Benoît de Sèvlinges. Bonsoir Patricia. Cette distinction de l'Organisation mondiale de la santé, c'est le travail acharné de toute une équipe qu'elle vient saluer? De toute une équipe, et j'irai même plus loin, de toute une communauté, puisque ce trophée est remis symboliquement au directeur du CHPG que je suis, dans la mesure où effectivement l'hôpital a été un acteur incontournable pendant la crise, mais il revient à l'ensemble des professionnels, puisque cette crise a démontré aussi la capacité des professionnels de santé de Monaco à travailler ensemble avec une médecine de ville et une médecine hospitalière qui ont énormément communiqué et travaillé ensemble. Et justement, alors selon vous, comment expliquer le fait que le CHPG et au-delà, plus généralement Monaco, a réussi finalement à mieux amortir en quelque sorte les différentes vagues? Alors, il y a eu un certain nombre de facteurs clés de succès dans cette crise, en tout cas au niveau de l'hôpital. Le premier, c'est la compétence. En tant que directeur, j'ai été entourée de professionnels, qu'ils soient médicaux, paramédicaux ou administratifs, qui avaient une compétence très élevée, ce qui a permis de générer de la confiance. La deuxième chose, ça a été une solidarité et une cohésion qui s'est instaurée immédiatement. Pour vous donner une idée, on a dû réduire la présence des professionnels pendant les staffs du matin. Donc tous les matins à 8 h, on se réunissait pour un staff, parce qu'on était trop nombreux et que le risque de contamination était élevé. N'empêche que ces discussions pluridisciplinaires ont permis de trouver à Monaco, peut-être plutôt qu'ailleurs, des moyens de faire sortir les patients plus rapidement, mieux. Des prises en charge globales. Je vais vous donner un exemple. On a fait des PET scans sur les patients pour regarder l'évolution inflammatoire et la traiter de la manière la plus précise possible. Ça a été possible dans très très peu d'établissements de santé et nous avons d'ailleurs des publications scientifiques qui en témoignent et qui ont été valorisées par les différentes communautés. Ce matin, l'OMS a également tenu à rendre hommage à l'élan de solidarité envers le département voisin des Alpes-Maritimes. Comment s'était-il traduit ? Nous avons été présents auprès du département des Alpes-Maritimes, mais plus largement de la région PACA. D'abord en donnant nos chiffres d'occupation au jour le jour, plusieurs fois par jour d'ailleurs, ce que nous n'avions jamais fait. Et puis nous avons accueilli beaucoup de patients des établissements voisins à des moments où ils étaient eux-mêmes saturés, notamment en réanimation et en soins critiques. Clairement, l'organisation du CHPG, une organisation au plus juste, j'ai envie de dire, qui a mené d'ailleurs un service à déménager 38 fois quand même en 2 ans. Donc cette organisation-là, qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'implication, a permis de sauver au moins une vingtaine de vies de patients qui étaient dans des établissements voisins. Benoît de Sèvlinges, cette reconnaissance, elle marque aussi peut-être un tournant dans cette crise. Une page se tourne, mais vous restez vigilant parce qu'on annonce des chiffres de contamination qui repartent à la hausse. Mais les conséquences sont peut-être moins dramatiques qu'au départ sur certaines personnes vulnérables et sensibles. On reste extrêmement vigilant. Là, on voit une remontée des contaminations qui était clairement attendu, d'abord parce qu'il y a un relâchement des mesures sanitaires et puis on a eu les différents grands prix qui ont mené quand même à beaucoup de mouvements de personnes. Néanmoins, on n'a pas de remontée en termes d'hospitalisation. Ça veut dire qu'il y a plus de contamination mais pas de formes graves. Or, ce sont les formes graves qui ont bloqué la société pendant 2 ans. Donc c'est celle-ci que l'on surveille. Nous restons également vigilants puisqu'à l'hôpital, nous accueillons des personnes qui sont particulièrement fragiles. Donc évidemment que nous réfléchissons à une nouvelle manière de vivre, c'est-à-dire avec le Covid, avec des gestes barrières qui seraient limités à l'essentiel. Mais pour l'instant, nous restons vigilants, nous continuons à porter le masque. Et je tiens à adresser ce message-là aux usagers de l'établissement. C'est pénible pour vous, mais ça l'est encore plus pour nous. Parce que le masque, on l'a toute la journée. C'est toujours aussi pénible qu'avant. La seule raison pour laquelle nous faisons ça, c'est pour protéger les plus faibles que nous accueillons. Oui, un message important à faire passer. En conclusion, est-ce qu'il reste aujourd'hui tout de même des stigmates? Est-ce que vous avez des patients dans différents services qui consultent pour des Covid longs ou des pathologies développées après avoir été contaminés et lourdement touchés? Alors, du Covid long, il y en a. C'est très difficile à chiffrer parce que le Covid long lui-même est très mal caractérisé. Là où on voit une augmentation très nette dans les chiffres, c'est en psychiatrie.
que ce soit pour les enfants, les adolescents ou les adultes, les demandes de consultation et d'hospitalisation ont littéralement explosé. Benoît de Sévelinges, merci d'avoir été notre invité pour évoquer notamment cette belle distinction de l'OMS. Merci Patricia. C'était le point d'orgue de la semaine de la philosophie à Monaco, la soirée de remise du prix, de la mention honorifique et du prix lycéen des rencontres philosophiques de Monaco a eu lieu jeudi soir au théâtre Princesse Grace. Qui sont les lauréats ? Réponse en images avec ce reportage de Sandrine Nègre, Alexandra Marangoni, Orazio Gaggino et Clélia Renaud. Manon Garcia pour la conversation des sexes. Après Serge Audy en 2021, le lauréat 2022 des rencontres philosophiques présidé par Charlotte Casiraghi a été dévoilé. Il s'agit de Manon Garcia, récompensée pour son ouvrage de philosophie publié en langue française, La conversation des sexes, un ouvrage qui s'est distingué par sa rigueur, sa pertinence et son originalité. Je suis très fière, je suis très contente. C'est une très belle reconnaissance de beaucoup d'heures de travail. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que la philosophie peut nous apporter pour penser nos rapports intimes, nos rapports amoureux, sexuels, intimes. Et comment on peut penser ces rapports avec le concept de consentement. Est-ce que le consentement, ça nous aide vraiment à penser ce que c'est qu'avoir des vies sexuelles heureuses ou ce que c'est que de lutter contre les violences sexuelles, etc. Donc c'est ça le cœur de mon livre. La mention honorifique attribuée à une maison d'édition ou un éditeur de langue française revient cette année aux éditions La Découverte qui multiplient les publications d'ouvrages philosophiques. La jeunesse était aussi impliquée à travers le prix lycéen en collaboration avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Un concours écrit a été organisé et 2 élèves du lycée Albert Ier l'ont remporté, Andrea et Étienne. Sachez qu'après cette remise de prix, la semaine philo se poursuit ce week-end autour du plaisir de philosopher, avec plusieurs rendez-vous dans l'atrium du Casino, à l'Opéra, au Monte-Carlo Bay et à l'hôtel Hermitage, ainsi qu'au Thermes Marins. Programme sur le www.philomonaco.com. Et demain, à 15h, notez-le, nous diffuserons la matinale philo tournée au marché de la Condamine et consacrée aux femmes. Frédéric Elion nous rejoint pour faire un point sur les autres informations du jour. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Patricia. La mission de préfiguration des archives nationales et le service central des archives et de la documentation numérique ont ouvert les archives du ministère d'État au public aujourd'hui. Une grande journée porte ouverte pour découvrir des documents originaux, emblématiques de l'histoire de la principauté, des lettres, affiches, cartes ou photographies d'époque. L'occasion aussi de découvrir les différents métiers des archives. La mairie, elle, poursuit ses initiatives durables. La 2e édition du Mounégou Repair Café se tiendra samedi 18 juin au marché de la Condamine de 15h30 à 18h. Un rendez-vous placé sous le signe de la lutte contre le gaspillage qui vous permettra de réparer gratuitement tout objet transportable ou vêtement. La première édition avait connu un grand succès avec près de 20 appareils réparés par l'équipe du Repair Café Nice. Un établissement bien connu à Cannes vient d'ouvrir ses portes à Monaco. La Môme Monte-Carlo vient remplacer la marée sur le toit du Port Palace. Le lancement de ce restaurant rooftop de 220 couverts a été effectué pendant le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Écoutez Antoine Lecorcher, l'un des fondateurs du groupe La Môme, au micro de Juliette Rappert. On propose une cuisine principalement à consonance italienne, méditerranéenne. Pour la partie, on a beaucoup de viande à partager, des gros poissons grillés. Toutes les viandes sont cuites au feu de bois. Voilà. Après, c'est des choses qui sont... on essaie d'être dans la justesse, de donner des bons produits, des cuissons qui sont justes, des assaisonnements qui sont justes, pour avoir quelque chose de simple mais efficace. Tous les soirs, il y aura un DJ. Et il y a pianiste et chanteur à partir de 20h. C'est une expérience d'atmosphère où on emmène le client là où il a envie d'être emmené. Donc on est à l'écoute du client, on est capable de les divertir et de les faire un petit peu s'amuser en fin de soirée. Voilà, c'est de la rigueur avec de la décontraction. La Môme Monte-Carlo est ouvert 7 jours sur 7 et propose un service du petit déjeuner au dîner. Pour les amateurs de bonnes affaires, un rendez-vous à ne pas manquer.
L'association de quartier Le Rocher organise dimanche un vide-grenier sur la place de la Cathédrale de 8h à 18h. Vous souhaitez être exposant ou en savoir plus sur l'événement? Un numéro à appeler, le 06 80 86 85 39. Prenons maintenant le maquis avec la Fondation Princesse Charlène qui organise actuellement en Corse une nouvelle édition des Water Safety Days. Alexandra Pani, vous vous trouvez sur place à Calvi avec Sylvain Péroumal. Oui, 79 enfants sont présents aujourd'hui sur la plage de Calvi, sont élèves de CM2 et ont pu découvrir tout au long de cette matinée l'apprentissage du sauvetage en mer à travers 6 ateliers que vous pouvez apercevoir derrière moi. On rappelle que les Water Safety Days sont organisés par la Fondation Princesse Charlène depuis une dizaine d'années et sont un pilier de la Fondation. Apprendre à nager, apprentissage du secourisme en mer et bien sûr les valeurs du sport et de l'éducation. Et vous le voyez, un beau ciel bleu sur Calvi. Que nous réserve le temps demain à Monaco cette fois, Frédéric Elion? Une vraie journée estivale, Patricia, pas un nuage dans le ciel, du soleil et de la chaleur avec des températures comprises entre 22 degrés le matin et 29 l'après-midi, samedi 11 juin. Nous fêterons les Barnabés. Merci Frédéric, ainsi se referme ce journal. La série de photos de fin d'édition est consacrée au match qui a permis hier soir à la Roca Team de se qualifier pour la finale du championnat de Betclic Elite avec un premier match à disputer dès mercredi dans l'antre de Lasvel. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et vous donne rendez-vous demain à 19h sur Monaco Info.